Regardez les environnements de Breath of the Wild. Tous ces horizons s'étendant à perte de vue, c'est sans aucun doute un des meilleurs open world de la Switch et plus globalement un des meilleurs open world de tous les jeux vidéo confondus. Et évidemment, il a apporté son lot de quêtes secondaires, parfois excellentes, mais aussi bien pourries. La série Zelda a évidemment beaucoup de quêtes particulièrement énervantes, voire même horribles. C'est parti pour les pires quêtes secondaires des jeux Zelda. Remontons un petit peu dans le temps, et intéressons-nous à une quête récurrente des jeux Zelda, celle des cocottes perdues. Étant apparue pour la première fois dans Link to the Past, cette quête a été popularisée grâce à Ocarina of Time dans le village de Kokoriko. Cette quête est vraiment longue, ennuyante et surtout saoulante. Elle consiste à retrouver une dizaine de poules dispersées dans le village. Chaque poule est isolée des autres, ce qui rend la tâche plus difficile. En fonction des jeux, vous passerez plus ou moins de temps sur la quête, surtout sur Ocarina of Time où vous prendrez une bonne trentaine de minutes, voire plus, ou du moins en début de jeu. Cette quête est heureusement plus simple sur BOTW, même si on va pas se mentir, elle est chiante. En la complétant, vous gagnez une bouteille dans Ocarina of Time et un rubis violet dans BOTW, ce qui correspond à 50 rubis. La récompense est pire que la quête, je trouve. Mais si ça ne vous dérange pas, allons plutôt sur l'île Kokolint, le lieu où se passe le 4e jeu Zelda, Link's Awakening, qui pour le coup contient vraiment des quêtes horribles, et ça ne va certainement pas être pardonné par la vieillesse de celui-ci. Tout le jeu était contenu sur cette map qui était quand même assez grande, la parcourir d'un bout à l'autre peut prendre du temps. On a donc des zones de village, des lacs, des forêts, enfin tout ce qui est censé avoir un jeu Zelda habituellement. Et ça marche, le jeu a quand même, il faut le souligner, pas mal de quêtes secondaires. Enfin pour de la Game Boy en tout cas, il y en a vraiment beaucoup. Mais il y en a une en particulier qui a frustré les joueurs au point d'abandonner complètement cette étape du jeu, la quête des échanges. En gros, au bout d'un moment dans le jeu, vous allez être confronté à un obstacle. Vous avez besoin pour la suite de votre aventure de vous diriger au château Cadulé, mais celui-ci est tout simplement inaccessible. Il y a simplement un petit singe devant. Et vraiment, ce qu'il faut faire, c'est quasiment impossible à deviner sans solution. Je vais la faire simple. Si on va dans ce bâtiment dans le village du début de jeu, eh bien, on aura accès à cette peluche de Yoshi. Bon, ok, jusque là, vous suivez. Cette peluche Yoshi, elle pourra être échangée juste au nord d'ici, dans le même village, à une petite famille contre un ruban. Ruban qui peut être échangé à la petite maison au sud de là où vous étiez, à un petit chien contre de la pâtée, qui peut elle-même être échangée contre un crocodile sur la plage, qui en réclame. Vous avez donc enfin accès aux bananes, qui vous permettront d'avancer dans votre quête. Parce que oui, cette quête est obligatoire. Enfin, en tout cas jusqu'à présent. Car oui, le singe nous donne bien quelque chose en échange des bananes. Un bâton. Et si on pouvait trouver ça trop simple de devoir parler à chaque personnage dans un périmètre qui se limite simplement à ça, eh bien c'est tout de suite différent quand on parle d'explorer tous les petits recoins de la map pour dénicher le personnage qui aurait besoin de l'objet qu'on a. Et parfois ça part vraiment loin. Tenez, ce vieil homme perdu dans la montagne nous donne en échange d'un ananas un hibiscus. Et vraiment ce n'est même plus une question de logique là. Je vois pas comment on peut faire autrement que déambuler dans toute la map en parlant à chaque personnage. Et donc manifestement à cette chèvre complètement anecdotique dans le village des animaux. N'importe quoi. Et puis en vrai, dans le remake de Link's Awakening sur Switch, il y a quand même pas mal de téléporteurs sur la map, donc ça va. Mais dans la version originale, la seule chose qu'on avait, c'était ces 4 téléporteurs. Lamentable. La récompense après tout ça, c'est une loupe, un objet qui permet de voir des choses habituellement invisibles, et donc pour récupérer un nouvel objet, le boomerang. Dans le village des limites, le village des légumes, de la teinturerie et visiblement de la mode à présent, vous rencontrerez Goutier, la styliste du village, qui a une personnalité bien détestable, qui est la cause de ce changement de style dans le village. La plupart des habitants ont donc instauré sa mode, reconnaissable par le chapeau en forme de champignon que tout le monde porte, sauf les partisans de Baltin, le maire du village et les enfants du village qui n'apprécient visiblement pas cette tenue. Vous allez donc rendre service à Goutier, folle de rage contre Baltin qui décide de se présenter aux prochaines élections. Elle va essayer de faire changer le camp des alliés du maire en vous demandant de leur livrer des champignons. Il y en a 10 dans le village et je ne les ai toujours pas trouvés. J'ai cherché plus de 2 heures au total et j'en ai à peine trouvé 6. Ce qui est embêtant dans cette quête, c'est qu'il n'y a aucun indice et ce n'est pas vraiment fun. C'est une quête bien ennuyante en conclusion. Je ne sais même pas comment ça se finit. Lors de votre excursion au village des limites, vous allez y croiser le premier laboratoire du jeu, où se trouve Prua, qui va fortement glow up d'ailleurs. Elle va vous faire une proposition. Vous améliorez vos pouvoirs de la tablette Sheikah, mais vous devrez rapporter cependant une flamme bleue se trouvant au bas du village. Car oui, le labo se trouve sur une colline. Facile, me direz-vous. Ça va, c'est facile. Oui, ça l'est. Mais néanmoins, c'est chiant.
Marre de ne plus pouvoir courir sous prétexte que la flamme va s'éteindre sinon. Marre de cette torche qui se casse au bout de quelques secondes avec sa durabilité pourrie. Cette quête est assez longue. 10 minutes de non-fun à marcher. À juste marcher. Ils auraient pu mettre une autre quête à la place. Vous avez compris que je déteste cette quête, quoi. Dans les montagnes du sud-est des contrées Gerudo, vous pourrez apercevoir durant votre exploration un vieil homme en caleçon à côté d'un feu de camp. Seul problème, c'est censé être une région enneigée. Pourtant Rardo, c'est son nom, n'a pas froid et vous propose un défi. Faire un concours de celui qui résiste le plus au froid sur un rocher en slip. Il y a de grandes chances qu'il soit sénible à mon avis. De plus, vous pourrez accepter le défi seulement si vous déboursez 50 rubis, ça fait mal au porte-monnaie, ce qui est une somme relativement importante. Les règles sont simples. Si vous descendez du rocher, mettez vos habits ou êtes en danger de mort, vous perdez et vos 50 rubis partent en fumée. Et pour gagner, il va falloir être patient. Vous devrez rester 15 minutes entières pour que Rado abandonne enfin. En récompense, un rubis argenté, soit 100 rubis. Ne vous réjouissez pas trop vite, car ces rubis correspondent seulement à vos 50 rubis et à ces 50 rubis qu'il avait lui aussi mis en jeu. En gros, vous gagnez seulement 50 rubis. Le pire dans tout ça, c'est qu'après cette longuette ennuyante, il vous propose un autre défi, sauf que c'est un concours de résistance à la chaleur. Fuyez, moi je vous dis. Et en tant que personne ayant fait cette quête, je vous promets que je ferai pas ce deuxième concours pour un bon moment. Et ne crois pas que c'est la pire quête existante dans la neige. Dans Twilight Princess, dans la zone des pics blancs, une sorte de Yeti nous proposera de faire une course contre lui. Une course de snowboard. On devra donc dévaler cette énorme montagne avec un snowboard et donc en essayant d'aller plus vite que le Yeti sans lui foncer dedans, autrement vous perdrez de la vitesse. Vous pouvez néanmoins le ralentir avec votre épée. Et bon, en réalité ce n'est pas la course contre le Yeti qui pose problème, mais c'est bien celle contre sa femme. Tous les points qui nous a embêtés un petit peu dans la course originale deviennent de véritables obstacles. Vous n'arrêterez pas de vous cogner dans des murs ou même dans le Yeti lui-même, ce qui vous obligera à recommencer. Pour les joueurs forts, il existe tout de même des raccourcis, et certaines personnes réussissent même à trouver des astuces pour aller plus vite, mais je pense pouvoir dire que cette quête en a fait rager plus d'un. Ocarina of Time est considéré comme un jeu révolutionnaire, notamment dans le fait qu'il a instauré les bases de la 3ème dimension dans le jeu vidéo. Son gameplay est intéressant, tout comme son histoire et ses quêtes. Sauf quelques-unes, notamment une quête similaire au 990 Kurogu, les 100 Sculptulador. Vous devrez donc récupérer 100 de ces crânes dorés en tuant les araignées dispersées sur la map. Bon, au moins elles sont faibles. Le pire, c'est qu'à l'époque, on ne pouvait pas savoir où elles étaient. Internet n'était pas très présent. La fin de la quête est cependant assez rémunératrice. Vous allez récupérer des sacs augmentant votre capacité à porter des rubis, des quarts de cœur augmentant vos PV, une pierre de souffrance vous permettant de retrouver des objets cachés, et 200 rubis. Pas mal au final. Bon après, c'est pas comme si toutes les quêtes étaient forcément aussi ennuyantes. Toutes celles qu'on a présentées ici sont détestées par des joueurs, mais également appréciées par d'autres. C'est totalement subjectif. La quête des échanges de Link Awakening par exemple, je l'aime pas vraiment car il faut déambuler dans la map à la recherche d'un personnage. Mais certaines personnes l'apprécient justement pour ça. Ça fait un peu son charme en fait. Et je comprends tout à fait, je suis même un petit peu de cet avis. Et puis, juger une quête sur sa récompense finale honnêtement, est-ce que ça serait pas un peu râler pour rien ? On dit souvent que le chemin est plus important que la destination, et je pense que ce proverbe marche parfaitement avec Zelda.